travail, à l'embauche en particulier, prend des proportions inquiétantes, mais en plus, elle coûte cher à la collectivité. Deux rapports très riches d'enseignements sur le sujet. Le premier sur les discriminations à l'embauche, publié par le défenseur des droits. Jacques Toubon est notre invité, nous en parlons avec lui dans un instant. Il dresse un panorama particulièrement inquiétant de son propre aveu. Deuxième rapport, il émane de l'Institut France Stratégie, organisme rattaché au gouvernement. Bonjour Claire Chaudière. Bonjour. Vous avez assisté à la remise de ce rapport. Question fil rouge, combien coûtent les discriminations? Eh bien très cher. Autrement dit, au-delà même des questions morales ou juridiques, loin d'être négligeables, économiquement, on aurait intérêt à ce que cessent les discriminations. Oui, je vous propose, Bruno, un petit exercice de fiction économique. La méthodologie est expérimentale, mais tout à fait sérieuse. Imaginez une France débarrassée de ces discriminations dans l'emploi, discrimination femmes-hommes, mais aussi liées aux origines, ou au code postal. Attaquons-nous d'abord au plafond de verre au sein des entreprises. Eh bien, le PIB français augmenterait de plus de 3%, explique cette étude. Éliminons ensuite les barrières dans l'accès à l'emploi. Ça donne 7% de PIB en plus, soit 150 milliards d'euros. Explication de Fabrice Anglard de France Stratégie. Quand on lutte contre les discriminations, on augmente les taux d'emploi, ça génère du revenu, et également on alloue mieux les talents dans l'économie, ce qui permet de réduire également les écarts de salaire qui sont inexpliqués et injustifiés. Et ça crée de la richesse. De quoi réveiller les consciences, comme l'ont répété les ministres présents tout à l'heure ici. De quoi prouver aussi que justice sociale et efficacité économique ne sont pas incompatibles. Parfait. Mais ensuite, on fait quoi? Demande Samuel Thomas de la Fédération des Maisons des Potes, membre du groupe de travail sur les discriminations. On dit que la discrimination coûte 150 milliards d'euros par an à l'État. Et pourtant, on annonce que les entreprises de plus de 1000 salariés qui sont épinglées pour discrimination par une opération de testing gouvernementale ne sont pas sanctionnées financièrement. Mais alors, on se fout de qui? Déception partagée aujourd'hui par de nombreux acteurs associatifs dans les quartiers populaires qui attendent tout de même avec impatience les résultats imminents de cette fameuse campagne de testing. Bonjour Jacques Toubon. Bonjour. Bonjour monsieur le défenseur des droits, invité aujourd'hui du journal de 13h. Ça vous surprend cette étude-là? La discrimination, non seulement c'est choquant, mais en plus ça coûte cher à la collectivité. Je m'exprimerai un peu différemment. Ouais. Si la lutte contre la discrimination, c'est-à-dire l'égalité, puisque c'est de ça qu'il s'agit, devait coûter de l'argent, il faudrait néanmoins la faire. Autrement dit, il ne faut pas que cette étude nous persuade qu'il faut lutter contre la discrimination parce que ça rapporte à l'économie. Il faut lutter contre les discriminations parce que c'est le droit, parce que c'est le droit fondamental, parce que c'est l'égalité et parce que, je dirais, la société exige que chacun puisse lui appartenir à égalité. C'est ça la remarque que l'argument économique qui doit venir en second. Mais autrement dit, l'argument économique est un argument qui accrédite ce que nous, moi à ma place, essaye de faire, c'est-à-dire la lutte contre la discrimination, mais le levier de la lutte contre la discrimination, c'est l'objectif d'égalité dans une société républicaine. Au fond, on a l'impression qu'on avance aussi des arguments économiques pour convaincre de la nécessité de lutter contre les discriminations parce qu'on a du mal à convaincre. Et je trouve que c'est extrêmement utile. C'est utile comme tout ce qui aujourd'hui, et notre appel à témoignage que nous avons publié hier en fait partie, comme tout ce qui aujourd'hui permet d'écarter cette espèce de rideau, de couvercle que depuis une dizaine d'années, j'en parle savamment, c'est une question que je connais depuis des années et des années, on a mis en quelque sorte sur la lutte contre la discrimination. C'est seulement à la fin de ce quinquennat que vient un projet de loi qui s'appelle l'égalité-citoyenneté, que va venir la création d'un recours collectif contre les discriminations. Pendant 4 ans, il ne s'est rien passé. Et je crois que tout ce qui peut contribuer à montrer que la lutte contre les discriminations est au cœur, doit être au cœur du projet républicain. Parce que l'appel à témoignage, un mot sur la méthodologie, il s'agit de dire à des personnes sur notre site, parlez-nous de votre expérience, en l'occurrence, en matière de discrimination à cause de votre origine, dans l'accès à l'emploi. Et nous avons aujourd'hui 758 témoignages, histoires, qui naturellement, il faut le dire, et il faut être, rigoureux,
c'est pas représentatif au sens où est représentatif un échantillon. Non, mais par moment, c'est très fort. Mais ça dit des choses qui sont graves parce que ça caractérise, et de manière quelquefois violente, une situation qui est la situation française. Les personnes qui ont une origine, une religion, une couleur de peau. Pour dire les choses, il faut pas bon être vu comme arabe. Elles sont, et on le voit bien par exemple, quand il s'agit de personnes réputées comme arabes, elles sont réputées comme musulmanes, c'est un obstacle. En revanche, pour les Noirs, on le voit bien, le principal obstacle à l'accès à l'emploi, à l'embauche, c'est la couleur de peau. Mais tout ceci peut d'ailleurs se surajouter. Il y a aussi un climat, Jacques Toubon. Y compris le fait que dans les personnes qui nous ont répondu, il y a beaucoup de femmes. Et en tant que femmes aussi concernées subissent. Et il y a un climat. Cet exemple qui est relevé un peu partout, un chômeur de 41 ans qui dit avoir été licencié au lendemain des attentats de novembre, parce que son patron voulait travailler avec des Français. Il y a un climat. Vous avez le sentiment que ces discriminations, elles sont de plus en plus importantes au fil des mois, j'ai presque envie de dire. Je ne sais pas si elles sont... Les études ne peuvent pas montrer si elles sont plus importantes. Par exemple, le travail que nous faisons, il est connoté aussi avec la très grande étude qui a été faite par l'Institut national d'études démographiques, Trajectoire et Origine, qui a été faite pendant 10 ans, puisqu'elle a commencé en 2006, et ses résultats définitifs ont été publiés au début de cette année. Cette étude... Ça ne s'accroît pas au fil des mois et au gré des attentats, c'est ça ma question. Montre à la fois des évolutions positives de génération en génération, et elle montre aussi toutes les insuffisances, et en particulier une insuffisance qui est plus particulièrement sensible aux défenseurs des droits que je suis. C'est que quand une personne se déclare victime de discrimination, elle ne fait rien. Il n'y a que 10% des personnes qui ont parlé dans notre appel à témoignage qui ont fait quelque chose. 40%, ou en tout cas de proportion importante, n'ont même rien dit à qui que ce soit, même à leur propre entourage. Et le combat que je mène, moi, je vais publier prochainement une grande enquête alors de caractère représentatif sur l'ensemble de la population sur ce sujet du non-recours au droit. Le boulot que je fais moi, comme défenseur des droits, je dis il faut pas laisser ça impuni, il faut agir. Il faut le faire, pas seulement en allant se plaindre au procureur, la voie pénale est moins efficace, mais il faut le faire par la voie civile. N'oublions jamais que dans ce domaine des discriminations, à l'embauche ou dans l'emploi, la preuve est renversée, c'est-à-dire c'est celui auquel qu'on accuse de discriminer qui doit démontrer qu'il ne le fait pas. Et c'est un atout très important. Jacques Toubon, je voudrais aborder un autre sujet. Je voudrais vous faire écouter les propos de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. C'est à propos de Calais. Il y a 10 000 personnes dans ce camp, maintenant, selon l'évaluation de 2 associations hier. Le gouvernement veut fermer progressivement, mais complètement, ce camp et répartir les personnes qui y sont dans des centres à travers la France. Certains élus locaux s'y opposent, essayent de fédérer autour d'eux à travers des associations ou des pétitions. Steve Briouat au Front National, Laurent Wauquiez chez les Républicains. Voilà ce qu'en dit Xavier Bertrand au micro de nos confrères de France Bleu Nord. J'ai des militants qui sont venus me voir ce week-end en me disant on ne comprend pas bien c'est quoi la différence entre la pétition de M. Wauquiez et l'association des maires de M. Briouat. Et bien j'étais mal à l'aise parce que je n'ai pas su bien leur répondre. Et donc je dis aussi une chose, c'est qu'il n'est pas question de déplacer les problèmes de Calais ailleurs en France. Le problème de Calais, c'est pas le problème du Calaisie ou de la région de Hauts-de-France, c'est un problème national et européen. Bien sûr que je comprends la réaction des maires qui n'ont pas envie de vivre chez eux ce qu'on vit à Calais. C'est une évidence. Personne ne parle de cela. Et d'ailleurs, le gouvernement doit vraiment consulter, concerter. Il y a des maires qui sont prêts à accueillir, d'autres qui ne sont pas prêts à accueillir. On ne peut pas leur imposer comme ça. Mais ce que j'attends aussi, c'est que les candidats à la primaire dans ma famille politique disent concrètement comment eux envisagent le démantèlement et l'après-démantèlement. Sur cette question-là, c'est pas avec une pétition qu'on réglera les problèmes. Et franchement, sur des questions comme ça, arrêtons de faire de la politique politicienne, parce que le problème de Calais, c'est un problème national. C'est pas le problème seulement de la région. Jacques Toubon, du point de vue du défenseur des droits que vous êtes, démanteler Calais, répartir les demandeurs d'asile à travers la France, c'est une bonne ou une mauvaise décision? La situation à Calais, dans ce qu'on appelle la jungle, qui est en fait le camp de la lande, qui, je le rappelle, a été créé pour évacuer les migrants du centre-ville. C'est pas quelque chose qui s'est fait spontanément. C'est quelque chose qui est C'est une démarche qui a été faite il y a déjà plusieurs années. Ce camp de la lande, les personnes qui sont probablement aujourd'hui 9000, vraisemblablement, vivent de manière qui est totalement intenable et humainement inacceptable. Et
Et en Est-ce qu'on les répartit ailleurs en on n'y France? souligne jamais assez les 700 ou 800 mineurs tout seuls, isolés, qui errent là-dedans. Bien entendu, il faut y mettre fin. Mais bien entendu qu'il faut y mettre fin à condition que nous respections les droits fondamentaux de ces personnes. Premièrement, le droit à l'abri, le droit à l'hébergement, le droit à des solutions juridiques. Et je voudrais souligner très fortement que la solution juridique, ça n'est pas seulement le droit d'asile, c'est-à-dire envoyer quelqu'un dans un centre d'accueil et d'observation, et puis ensuite lui faire remplir des demandes. Pour 40 ou 50% d'entre eux, on dit oui, et puis pour le reste, on dit non, et ils sont, comme on dit, déboutés. Il existe d'autres voies qui permettent le droit au séjour. Je pense qu'en Europe, et en France en particulier, nous avons besoin des migrants. L'OCDE, hier, a publié une étude qui, en gros, rejoint ce que vient de dire France Stratégie. La lutte contre la discrimination, ça ne coûte pas, ça peut rapporter. Et l'immigration, même chose aussi. Alors, toutes les raisons, y compris les plus cyniques, vont dans le sens de ce que nous disons. C'est-à-dire, les droits fondamentaux exigent que l'Europe